Bonjour. Donc, c'est ça. Je tenais à faire un état des lieux de la gouvernance nocturne à Montréal. Comme vous avez pu le voir, ça a été quand même un sujet important dans les élections municipales, puis il y a eu une grosse couverture médiatique. Donc, je trouvais que c'était important qu'on établisse le cadre de qu'est-ce qui se passe en matière de gouvernance nocturne à Montréal. Donc, l'objectif, c'est de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été mis en place dans la dernière année pour encadrer et développer la vie nocturne. Et pour commencer, je crois que c'est pertinent de définir qu'est-ce qu'on entend par gouvernance nocturne. Donc, ici, on fait référence au processus par lequel des ressources publiques et privées sont coordonnées par différents acteurs à l'intérieur et à l'extérieur de la ville pour gérer à la tombée de la nuit en agissant sur les infrastructures, le cadre réglementaire, mais aussi sur l'éducation et la médiation. Donc, comment ça se traduit à Montréal? Par l'adoption de la politique, ça renvoie à la manière dont la ville centrale, les arrondissements, les services municipaux, mais également les acteurs de la société civile coordonnent leurs actions à travers, par exemple, des programmes de soutien, des règlements et des instances de concertation. Aussi, je trouvais que c'était pertinent de définir qu'est-ce qu'on entend par une politique. Donc, une politique, c'est un cadre général. C'est ça qui donne une vision pour les prochaines années, des priorités, des objectifs, comme par exemple, on a la politique de développement culturel 2025-2030. Donc, c'est pas un règlement, il n'y a rien d'exécutif. Donc, ensuite, avec les priorités qui ont été établies par la politique, ça va être les règlements, les programmes et les budgets qui vont venir appliquer ces objectifs-là. Donc, dans notre cas, la politique de la vie nocturne reconnaît officiellement la vie nocturne entre 18 h et 6 h du matin et comme étant un pilier de l'identité montréalaise. Donc, ça propose une feuille de route pour, entre autres, dynamiser l'offre nocturne, assurer la cohabitation et mieux coordonner les services municipaux. Donc, comment que ça se traduit au sein de l'appareil municipal? Donc, tout d'abord, il y a une élue responsable qui a été nouvellement élue, qui est la mairesse de Huntsic-Cartierville, Maude Théroux-Séguin, qui est la conseillère associée à la participation citoyenne, à la gastronomie et à la vie nocturne. C'est quand même pertinent aussi de souligner que une conseillère associée au comité exécutif de la Ville de Montréal, ce n'est pas un membre votant du comité exécutif, mais elle joue un rôle stratégique en appui aux travaux. Aussi, il y a la table de concertation de la vie nocturne dont Montréal 24/24 fait partie. C'est une instance de conseil et de concertation qui appuie la mise en œuvre de cette politique et permet d'ajuster les actions de la Ville avec le milieu. Donc, ça réunit environ 32 membres, qui est coprésidé par une élue. Et Jenny Thibault de la SAD qui nous accueille aujourd'hui, merci. Et ça réunit également des services municipaux comme la STM ou le Service incendie de Montréal, SPVM, et des acteurs de la nuit et des représentants des résidents. Il y a également l'équipe vie nocturne. Donc ça, c'est l'équipe administrative qui va mettre en œuvre la politique de la vie nocturne. Donc, la vie nocturne, c'est considéré comme étant un dossier stratégique pour le service de la culture et le développement culturel a mis sur pied une équipe qui est composée d'Elsa Marceau, qui est la directrice responsable du dossier, Thomas Pelletier, conseiller qui est commissaire au développement économique, et Joseph Fleury-Bertillon, Sami El Aga, qui sont conseillers en planification. Donc, eux, leur rôle, c'est de coordonner la mise en œuvre de la politique et de simplifier sa réalisation et la réalisation des projets en vie nocturne. Donc, ça se traduit par des accompagnements des lieux, des programmes de soutien, donc je vais vous parler plus tard. Et cette équipe-là aussi travaille de manière transversale avec les différents services de la Ville, notamment le service d'urbanisme, la SPVM, la moralité, les SDC, etc. Puis aussi, c'est important aussi de mentionner qu'Ensemble Montréal avait pris comme engagement de revoir le mandat du commissaire à la vie nocturne afin de développer une vision à 360 de l'identité culturelle et de la vie nocturne montréalaise en collaboration avec les partenaires, ce qui impliquerait un mandat stratégique qui est quand même de haut niveau avec une certaine autonomie. Donc, c'est à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet engagement-là.
Il y a aussi d'autres parties prenantes dans la gouvernance nocturne. Il y a les arrondissements. Donc, les arrondissements, c'est eux qui sont responsables du cadre réglementaire qui s'applique dans l'arrondissement, donc le règlement sur le bruit, le règlement d'urbanisme, les permis, etc. Et donc, la politique, ça donne une direction commune et par la suite, les arrondissements vont la traduire dans leur propre règlement avec une assistance, un accompagnement de la ville centrale. Un autre acteur quand même important aussi, c'est la société civile, le milieu nocturne, les gens qui sont ici aujourd'hui. Donc, plusieurs OBNL et organismes sectoriels comme Montréal 24/24, mais également les scènes de musique alternative du Québec, qui vont représenter les acteurs de la nuit. Ils vont documenter les enjeux, mais également, ils vont contribuer à la co-construction des solutions. Donc, on va participer aux consultations, aux projets pilotes et l'accompagnement des lieux et des événements pour la mise en place de pratiques festives responsables que je vais vous présenter. Donc, une des grands points dans la dernière année, c'est les désignations de vitalité nocturne. Oui, donc c'est ça, c'est un statut officiel que la Ville peut accorder afin de souligner la contribution à l'identité et à l'attractivité d'un établissement ou d'un pôle dans leur secteur. Donc, il y a deux catégories. Il y a des établissements de vitalité nocturne, donc c'est des lieux de diffusion culturelle qui ont une programmation culturelle soutenue et un certificat d'occupation salle de spectacle. Et il y a les pôles de vitalité nocturne qui sont des secteurs portés par un regroupement, par exemple une SDC, où il y a plusieurs lieux culturels et commerciaux à même le pôle. Donc, c'est un engagement qui est volontaire. Il faut avoir une programmation culturelle depuis au moins 1 an. Et il y a également un engagement à la mise en place des pratiques festives responsables. Donc, c'est quoi les pratiques festives responsables? C'est selon 4 grands axes. Il y a la gestion sonore, la gestion de la cohabitation, la santé-sécurité et l'éco-responsabilité. Donc, l'idée, ce n'est pas d'imposer une recette unique, mais de définir un cadre de pratique qui est adapté à chaque milieu. Et en retour de cet engagement-là, mais la Ville elle s'engage à notamment faciliter l'obtention de dérogations, d'assister les parties dans la réalisation de leurs projets et de les faire bénéficier de programmes d'accompagnement afin de mettre en place ces pratiques festives responsables. Donc, par exemple, avec le GRIP en matière de santé-sécurité ou bien avec les SMAC pour la gestion sonore et de la cohabitation. Donc, ça, c'est un processus ouvert. Donc, les personnes qui veulent avoir cette désignation-là, ils peuvent présenter leur candidature à la Ville. Il y a déjà eu une première cohorte qui a été faite cet été. Il y a 3 pôles et 17 établissements. Également, en matière de dérogation, donc, les dérogations, c'est des autorisations exceptionnelles pour permettre à des événements de vendre de l'alcool après le fameux 3 heures du matin. Les établissements de vitalité nocturne, par cette désignation-là, ils ont accès à un processus qui s'est simplifié par leur engagement à mettre en place des pratiques festives responsables. Donc, il faut seulement transmettre la programmation, donc le nom des artistes et leur date de naissance, plutôt qu'un cahier de charges complet. Mais pour les collectifs qui louent des salles, des lieux locatifs, c'est encore un processus quand même long qu'il faut déposer un cahier de charges et il faut que ça soit déposé environ 3 mois avant l'événement. Mais il est quand même important de souligner que présentement, l'équipe Vie Nocturne est en train de travailler à alléger ce processus-là parce que ça représente quand même beaucoup des événements qui se passent après 3 heures du matin. Il y a la fameuse question du bruit. Donc, tout d'abord, il y a eu le programme d'aide à la réduction des nuisances sonores pour les salles de spectacle qui a été renouvelé. Donc, c'est une enveloppe de 2,5 millions de dollars pour les lieux de moins de 3 000 places. Donc, ça permet de faire des diagnostics, des études et des travaux d'insonorisation. Également, il y a eu le projet pilote sur la gestion sonore des salles de spectacle. Donc, avec 3 salles de Ville-Marie, 3 salles du plateau Mont-Royal, ils ont fait des mesures sur le terrain et une veille internationale en travaillant conjointement avec des salles, mais également des résidents et des acousticiens qui ont servi à formuler des recommandations aux arrondissements pour la révision du règlement sur le bruit. Donc, ces recommandations-là ont été prises en compte par les arrondissements
et ils en sont venus à présenter leur projet de règlement. Notamment, il y a eu l'introduction de la notion d'émergence spectrale. Donc, c'était quand même une grande avancée parce que c'était une demande du milieu depuis longtemps d'avoir des seuils objectifs. Donc, la notion d'émergence spectrale, ça compare le niveau de bruit ambiant avec et sans la salle en activité. Donc, l'objectif avec ça, c'est de mieux refléter l'impact réel d'un lieu de vie nocturne plutôt qu'un jugement subjectif, comme c'était le cas avec l'ancienne réglementation. Mais, comme vous avez sûrement pu le voir, il y a des aspects qui demeuraient problématiques aux yeux du milieu. Il y a eu un grand soulèvement populaire. Plus de 14 000 personnes se sont prononcées dans la consultation à cet effet. Donc, ça a été mis sur la glace. Présentement, il y a une version révisée qui est en train d'être évaluée par la nouvelle administration qui devrait se prononcer sur cette version mise à jour prochainement. Mais aussi, c'est important de rappeler que dans la campagne électorale, il y avait eu des engagements d'Ensemble Montréal, notamment par rapport à la médiation, donc il y a de la médiation avant toute sanction, également le rejet de la hausse des amendes et que le SPVM ne serait plus autorisé à donner des constats d'infraction pour ce type de plainte. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Donc, ça, c'était un peu mon résumé de qu'est-ce qui s'est passé en gouvernance nocturne. C'est comme un petit peu plate, mais je pense que c'est important qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et je voulais faire aussi un petit résumé de qu'est-ce qu'on a fait Montréal 24/24 dans la dernière année. Donc, on a travaillé notamment à la mise en place de cette politique-là. On est présent dans la table de concertation de la vie nocturne. On a également renouvelé notre conseil de nuit que Pierre va vous présenter à la suite de ma présentation. Comme je vous ai fait part aussi, la mobilisation autour du projet de règlement sur le bruit. On a fait de la vulgarisation de ce règlement-là et on a fait du partage d'informations sur nos réseaux, ce qui a amené à 14 000 réponses. Pour terminer, on a également travaillé avec le milieu académique que IPEC va vous présenter de l'Université McGill. Notamment, on a présenté à la Direction régionale de la santé publique les résultats de notre étude sur les travailleurs et travailleuses de services, le travail émotionnel et relationnel qu'ils font. Donc ça, c'était une étude qui a été faite avec le Conseil de nuit et l'organisme de recherche Respire. On a aussi participé à des forums nationaux à Ottawa et à Toronto pour renforcer le réseau canadien des villes actives la nuit. Ça ressemblait un peu à ça. Puis, il y a un gros projet aussi qu'on va vous parler plus tard. Oui, tout à fait. Merci, Xavier. Un travail exhaustif nécessaire et merci pour ta perspicacité et rigueur dans tout ça. Alors, on va poursuivre avec une présentation de Pierre Carrère au sujet de la nouvelle mouture du Conseil de nuit. Alors, mon Pierre qui s'amène, j'ai très hâte, je vais découvrir avec vous tout ça. Alors, ça promet. Oh, t'es cool, Xavier, tu restes. Okay. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Ouais. Parfait. Et bonjour à tout le monde. Ça fait un peu drôle d'être ici parce que j'ai découvert Montréal 24/24 il y a quelques années, dans un sommet de la nuit comme celui-ci, et au stéréo, c'était à l'époque. Mais depuis, j'ai eu la chance d'être membre du conseil de nuit pour la dernière cohorte. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être co-responsable du conseil de nuit avec ma collègue Elsa Fortan, accompagnée de près par notre cher Xavier, qui est juste ici. Puis donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler, pour vous présenter le conseil de nuit, ce que c'est, sa mission, sa composition, et puis ce qu'on va faire pour les 2 prochaines années. Donc, le Conseil de nuit, c'est une initiative citoyenne qui a été imaginée et qui est soutenue par Montréal 24/24. Puis l'idée est très simple, c'est de réunir 12 Montréalaises et Montréalais qui vivent et qui font vivre les nuits de la métropole et qui ont à cœur le développement dynamique et inclusif de la vie nocturne. Notre mission en 4 axes principaux, ce serait d'abord de réunir et de représenter une diversité d'acteurs et d'actrices et de réalités nocturnes.
C'est aussi de nourrir une réflexion collective sur la vie nocturne en reconnaissant les besoins de ces communautés. C'est aussi de rendre cette réflexion et cette discussion accessible au public. Et enfin, c'est indirectement d'alimenter et de promouvoir l'amélioration des pratiques et des politiques liées à la vie nocturne. Donc, pour former la nouvelle cohorte du Conseil de nuit, dont plusieurs membres sont d'ailleurs dans la salle aujourd'hui, on a lancé un appel à candidature en ligne il y a quelques semaines déjà. Puis ensuite, la sélection des membres s'est vraiment faite en cherchant à refléter le plus possible la pluralité des identités, des cultures, des trajectoires, notamment professionnelles, et des formes d'implication variées des candidates et candidats dans les milieux nocturnes. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter les tout nouveaux membres du Conseil de nuit. Nous avons Tommy Sidoine Blais, Amaï Moïse Doucet, Yuri Dominique, Geneviève Fan, Romane Plion, Sylvain Ferland. Nous avons aussi Leila Boudjelal, Dylan Leporce, Joël Tétrault, Wagner Carkel, Santiago Uribe et enfin Marilyn Thomas. Est-ce qu'on peut les applaudir? Oui. J'aurai pas le temps de passer à travers chaque profil, c'est très très riche comme nombre d'expériences que toutes ces personnes ont, mais j'essaie de résumer un petit peu globalement, un petit peu pourquoi est-ce qu'on les a choisis. Puis en fait, ce qui nous rend vraiment fiers avec cette nouvelle cohorte, c'est la variété des expériences et des compétences qu'elle rassemble. On a vraiment un groupe qui couvre un large spectre de ce qui fait la nuit montréalaise. Donc on retrouve d'abord des personnes issues de la création artistique et de la production, avec des DJ, des producteurs, des curateurs radio, des organisateurs et organisatrices d'événements, dans les scènes autant allant du hip-hop aux musiques électroniques, en passant par des scènes DIY et queer. Plusieurs ont une longue expérience dans le milieu culturel, à Montréal et parfois à l'international. On a aussi des personnes engagées pour nos communautés. Certaines travaillent en réduction des méfaits, en prévention du harcèlement et des violences sexuelles, ou encore en médiation socio-culturelle. Donc ça, on a vraiment des personnes qui connaissent très bien les réalités humaines de la nuit, ce qui peut rendre les milieux nocturnes plus inclusifs et plus sûrs. Je vais remettre un petit peu les autres pour que vous les ayez autant de temps. Puis, c'est ça, le Conseil compte également des membres actifs dans l'écosystème culturel plus large, des personnes impliquées dans la découvrabilité des musiques urbaines, dans la programmation de festivals de grande ampleur ou dans des salles de spectacle. Elles apportent une vue d'ensemble sur la manière dont la culture nocturne se structure, se finance et se diffuse dans la ville. Puis pour ce qui est du milieu universitaire, certains profils travaillent sur des sujets liés à la vie nocturne comme l'appropriation de l'espace public la nuit, les espaces queer, l'urbanisme et la gouvernance nocturne, ou encore les environnements numériques immersifs. Leur présence permet donc de relier les expériences du terrain à des analyses plus larges sur la ville et ses usages de nuit. On retrouve aussi des expertises complémentaires comme le droit, l'architecture ou la gestion de projet. Et ces compétences sont importantes parce que la nuit n'est pas seulement culturelle ou festive, elle touche aussi à l'aménagement, aux politiques publiques et à la gouvernance qui structure la vie urbaine et nocturne. Maintenant, concernant l'activité qu'on va donc produire les 2 prochaines années, on parle d'échanges nocturnes. Ce sont des rencontres publiques qui se tiendront 6 fois par an et qui ont pour objectif de créer un espace de rencontre et de discussion convivial et ouvert à toutes et tous, et où les enjeux nocturnes peuvent être discutés avec des experts, mais aussi avec celles et ceux qui les vivent au quotidien. Le but, c'est de permettre donc la circulation des voix, des récits et des réalités qui composent notre écosystème nocturne. Et chaque soirée d'échange nocturne comportera donc 2 panels de discussion. Et c'est vraiment le conseil de nuit qui a pour rôle de concevoir ces rencontres, de choisir les thèmes, d'inviter les panélistes, puis de préparer et d'animer les discussions. Et pour garder une trace de ces échanges, chaque panel sera donc enregistré et rendu disponible en ligne.
Maintenant, ces échanges nocturnes sont vraiment dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui au Sommet de la Nuit. On le sait, la nuit, c'est un espace-temps important, autant pour les cultures, pour l'économie, que pour la vitalité sociale de la ville. Mais elle est aussi traversée donc, par des enjeux complexes dont on parle souvent ici. Le besoin de sécurité, le besoin d'accessibilité et de soutien au milieu culturel, notamment dans un contexte de pénurie d'espaces abordables et de pression économique. On peut également penser aux enjeux récurrents de cohabitation, d'inclusion des communautés marginalisées ou encore des enjeux liés à la réglementation et à l'aménagement. Donc les échanges nocturnes permettent justement de réfléchir à tout ça et d'imaginer des pistes de solutions ensemble de façon citoyenne et constructive. Donc, petite annonce, publicité. Avant de conclure, j'aimerais donc vous inviter à venir aux prochains échanges nocturnes en date. Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Ce sera le 9 décembre 2025, de 17h30 à 20h, à l'atelier de chronotopie urbaine, qui est juste à côté au métro Berry-UQAM. Je peux déjà vous dire qu'on va explorer dans 2 panels. Le premier portera sur l'identité nocturne de Montréal, passé, actuel et futur. Et le second panel parlera de nuit urbaine avec une approche féministe, puis surtout sur l'activisme dans la nuit urbaine. Donc c'est ça, que vous soyez artiste, entrepreneur, travailleuse, travailleur, ou juste curieux, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puis les billets vont être disponibles sur le site de Montréal 24/24 et dans Exactement. les médias sociaux. Ouais, tout va être mis en ligne par Montréal 24/24 directement. Eh bien, merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements. Et maintenant, j'accueille Ipek Tureli de l'Université McGill pour une présentation conjointe avec Xavier sur la Maison de la Nuit, qui est un projet hyper important pour le futur de Montréal 24/24. Alors, je vais vous laisser la parole et je vais découvrir ça avec vous. Ben, j'ai une bonne idée de c'est quoi, là, mais on va regarder ça ensemble. I'm doing the first. Yeah. OK. Donc là, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus le fun que ce que je vous ai présenté précédemment. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de la Maison de la Nuit. C'est un projet sur lequel on travaille depuis super longtemps chez Montréal 24/24 et qui a, à nos yeux, une réponse structurante au service des communautés qui font vivre les nuits montréalaises. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous présenter les grandes lignes de ce projet et par la suite, je vais passer le micro à Ipek qui va nous parler de la collaboration qu'on a faite avec l'École d'architecture de l'Université McGill. Donc, avant d'entrer dans les détails du projet, je vais vous donner un aperçu rapide de qu'est-ce que représente la Maison de la Nuit en 4 idées fortes. Donc, premièrement, c'est le premier centre d'innovation en gouvernance nocturne en Amérique du Nord. C'est également un legs durable pour les collectivités montréalaises, un espace muséal permanent consacré à l'histoire, à la créativité et au patrimoine vivant de la vie nocturne montréalaise, également un catalyseur pour l'écosystème culturel nocturne montréalais. Et si je remonte un peu en arrière, là, depuis 2017, Montréal 24/24, on est mené par une mission de valoriser, structurer et dynamiser le développement de l'industrie culturelle nocturne et d'établir et maintenir une gouvernance nocturne efficace et innovante. Donc, cette mission s'est traduite par de nombreuses activités à travers les années, telles que nos conférences MTL au sommet de la nuit comme aujourd'hui, nos soirées pilotes non-stop, le conseil de nuit, nos études de fond et notre travail constant de concertation avec les instances municipales, mais également les milieux nocturnes. Donc, tout ce travail nous a permis de développer une compréhension qui est quand même assez fine des nuits montréalaises et de l'environnement dans lequel elles évoluent. Ce qui nous a permis de faire 3 constats. Donc, d'abord, c'est l'importance de la nuit pour Montréal. Donc, la nuit, c'est un espace de création, de rencontre et d'expérimentation sociale et culturelle. C'est là où se tisse une grande partie de l'identité culturelle et musicale de Montréal, là où se construisent des communautés, des carrières, des scènes et bien encore. Ensuite, on voit aussi des pressions qui sont croissantes.
Donc, il y a un manque d'espace abordable et adapté, des enjeux de cohabitation, des phénomènes d'embourgeoisement, l'explosion des coûts d'exploitation, comme qu'on a entendu plus tôt dans les panels, l'accessibilité au financement, la stigmatisation des activités nocturnes, etc. Et enfin, on observe qu'il y a un momentum autant ici qu'à l'international. On observe qu'il y a une reconnaissance croissante de la vie nocturne par les pouvoirs publics et à Montréal, ça s'est concrétisé notamment par l'adoption de la fameuse politique de la vie nocturne et les programmes qui en découlent, comme je vous ai présenté plus tôt. Donc oui, c'est ça. Bien, pour que cette volonté de reconnaissance, de protection, de développement à long terme se traduise, il faut, à nos yeux, un ancrage physique. Donc un lieu qui est identifiable, qui matérialise cette reconnaissance et canalise ses efforts. Donc nous, notre réponse face à ces constats, c'est la Maison de la Nuit. On peut résumer en 3 fonctions qui sont complémentaires. Donc d'abord, c'est un vecteur de transformation urbaine. C'est un lieu qui permet de dynamiser et de soutenir le développement de l'économie nocturne en reliant les politiques publiques aux réalités du terrain et en intégrant la nuit dans les réflexions sur l'avenir de la ville. Ensuite, c'est un pôle de convergence pour les partenaires et collaborateurs, car la réussite du projet dépendra des collaborations qu'on va construire avec vous et de notre capacité collective à créer des occasions qui vont faire avancer le milieu. Et enfin, c'est également un moteur d'expérimentation qui va nous permettre de tester des approches, acquérir des projets pilotes et mieux outiller la mise en œuvre de la politique. Là, ce projet-là, ça se traduit concrètement en 3 volets. Premièrement, la gouvernance nocturne. Donc, la Maison de la Nuit, ça va servir de lieu pour le conseil de nuit, donc pour ses activités et la série d'échanges nocturnes. Ça va être également un ancrage pour nos conférences MTL au sommet de la nuit. Et au sens large, ça va être un espace de concertation et d'expérimentation. Le volet 2, donc diffusion muséale et culturelle. L'idée, c'est d'explorer et de mettre en valeur la richesse, la diversité et l'évolution de la vie nocturne montréalaise. Donc, ces scènes musicales, les lieux mythiques disparus, les luttes citoyennes et les communautés qui se sont créées la nuit. Donc, on le voit comme étant la première exposition permanente consacrée à la vie culturelle nocturne montréalaise. Et on imagine des dispositifs immersifs, des archives vivantes et une programmation publique, mais également des prestations artistiques qui sont liées aux thématiques de ces expositions-là. Ce qui va permettre de renforcer l'attractivité culturelle de Montréal, de participer au développement économique par la mise en valeur de ces secteurs liés à la culture et au tourisme nocturne, et également créer un espace permanent qui complète l'offre muséale existante. Et le dernier, c'est le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, la croissance et la résilience de l'économie nocturne va dépendre en grande partie de la capacité des entreprises, des collectifs et des artistes à se structurer, à se professionnaliser et à naviguer dans un contexte de plus en plus complexe, comme on a pu le voir tantôt, autant sur le plan économique que réglementaire. Donc, on veut offrir un accompagnement du milieu professionnel, notamment avec une série d'ateliers de formation spécialisés liés au fonctionnement et aux opérations commerciales. Aussi, des outils pour mieux naviguer les normes et réglementations et les aspects juridiques, contractuels et administratifs liés à la vie nocturne en donnant accès à des professionnels qualifiés et des conseils d'experts. Donc, l'objectif ici, c'est de renforcer les compétences de la communauté en faisant aussi des formations qui sont ciblées dans la gestion de lieux et d'événements, de la gestion budgétaire, le marketing, les relations de travail, et faire aussi des ateliers pour les artistes collectifs sur les réalités professionnelles de la nuit. On veut aussi que ce soit un lieu de rencontre, donc organiser des 5 à 7 et des activités de réseautage pour partager des pratiques et faire émerger des collaborations qui sont durables. Donc, en résumé, on veut donner au milieu de la nuit les moyens de prospérer et de se déployer pleinement leur potentiel. Donc, pour conclure,
Donc, avec la Maison de la Nuit, on ne propose pas qu'un nouveau lieu, mais un véritable legs culturel et social majeur qui consolide le leadership de Montréal comme métropole créative, inclusive et vivante. La Maison de la Nuit prend tout son sens lorsqu'elle s'ancre dans vos réalités et dans vos besoins. Donc, maintenant que les bases sont posées, la question maintenant, c'est comment on la fait vivre ensemble et comment on peut l'imaginer dans l'espace. C'est pourquoi je vais laisser la parole à IPEC, qui a imaginé avec sa cohorte à quoi pourrait ressembler la Maison de la Nuit. Merci. Thank you, Xavier. Merci.